Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Hubert. Bonjour Emmanuel. Nous sommes à Cergy-Pontoise, à l'école CY Tech. Emmanuel Hubert, vous êtes directeur du master spécialisé gestion des risques sur les territoires. Vous y avez créé un module, risque d'effondrement et adaptation. On va voir avec vous ce qui vous est passé par la tête pour créer un tel module et introduire les notions d'effondrement dans l'enseignement supérieur. Nous parlerons également en deuxième partie d'émission du monde qui nous attend et des adaptations clés à engager dans un monde sous contrainte. Avant de parler de plan B, on aime dans cette émission introduire par le plan A. En quoi consiste ce plan A concernant l'enseignement supérieur ? Eh bien, c'est essentiellement former les étudiants à un monde sans contrainte, de croissance infinie, au climat stable et aux ressources qui ne s'épuisent pas. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé la situation ? Donc vous, votre plan B, c'est de former des étudiants à un autre paradigme d'un monde sous contrainte, si je comprends bien, et c'est de cela dont vous allez nous parler. Avant d'en venir à la genèse de ce module, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours ? Bonjour à tous. J'ai un parcours très axé sciences de l'environnement. J'ai commencé par un bac agronomique dans un lycée agricole en état d'échec scolaire. Donc c'est un bon signal pour tous ceux qui ont quelques difficultés à l'école, c'est qu'on peut finalement devenir master université avec des difficultés à l'école en étant petit. Donc bac agronomique suivi après de biochimie. Donc toujours un lien avec la vie, l'environnement. À l'issue d'une maîtrise, j'ai souhaité m'orienter vers les sciences de l'environnement. Donc j'ai d'abord travaillé sur la problématique du déchet. Puis dans l'optique d'aller vers un doctorat, fait un DEA, donc à l'époque, un master en recherche maintenant, sur les sciences, d'une façon générale, sciences de l'environnement, où j'ai travaillé sur les sols pollués avec des métaux lourds. Voilà. D'accord. En quoi consiste la gestion des risques sur les territoires et le contenu que vous enseignez ? Alors, ce master existe depuis une quinzaine d'années. Il a pour but de former des managers de risque pour aller travailler dans les collectivités. À l'origine, c'est vraiment le territoire au sens géographique du terme. Travailler dans les collectivités et donc initier une politique de maîtrise des risques pour les territoires. Voilà. Aider le décideur, donc souvent le maire ou le président d'un département par exemple, d'une région, à prendre en compte les risques sur son territoire et en relever les opportunités et en tous les cas essayer que la population autour soit en sécurité. Des risques de quelle nature ? Tout risque, c'est-à-dire qu'on apporte une vision globale du management des risques, donc bien entendu le risque naturel, le risque industriel, la problématique de la sécurité publique, donc bien entendu le volet terrorisme qui nous occupe depuis quelques années, mais aussi simplement la gestion d'un grand rassemblement, des problématiques de santé publique, notamment bien entendu le risque à l'hôpital, c'est les fameuses maladies nosocomiales qui sont abordées, mais aussi la problématique de l'animal, la problématique de la qualité de l'eau et de l'alimentation, etc. On forme aussi les étudiants à la gestion de crise, puisqu'un jour on se fait toujours dépasser par des événements et pour le coup on rentre en crise et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Voilà. D'accord. Ou avant ce moment-là. Quels sont les profils de vos étudiants ? 50-50 professionnels, donc déjà des gens qui travaillent dans le domaine du risque, beaucoup de sapeurs-pompiers, des militaires, des gendarmes, et puis des plus jeunes qui sortent de l'université, de M2, donc Master 2, en géographie, en sciences politiques, quelques scientifiques, mais ces dernières années, beaucoup plus de sciences humaines et sciences politiques. Oui. D'accord. Vous aimez dire que vous aimez donner leur chance à des gens qui la méritent et qui ne l'ont pas ailleurs ? Oui. Je prendrai souvent l'exemple de pompiers, des gens qui n'avaient pas forcément de niveau académique très important, mais une expérience de terrain, pour le coup, très forte. Je pense aussi à quelques sous-officiers du GIGN, donc en cours de reconversion, donc des gens avec un CV qui ne ferait pas lire n'importe quel manager des risques, mais qui n'ont pas cette reconnaissance-là. Donc
ils viennent, ils acquièrent un diplôme de haut niveau et ça leur donne toute légitimité supplémentaire pour pouvoir occuper des risques, des postes de manager des risques dans des grandes sociétés ou collectivités. D'accord. Je suis très sensible à la question de la gestion des risques sur les territoires et au fait que les collectivités locales constituent un maillon essentiel de la sécurité de nos citoyens. On va rentrer dans le dur. Mon cabinet de conseil est également actif sur ces champs de la sécurité future de nos citoyens avec des risques nouveaux, de plus en plus complexes, de plus en plus interconnectés et de plus en plus de nature écologique. En l'occurrence, mon activité actuelle consiste à la préparation de sites littoraux à la montée des eaux et à l'étude de scénarios de résilience face à ces risques-là. Donc c'est un risque parmi tant d'autres que l'on peut imaginer. Tout cela interconnecté provoque des risques d'effondrement. Bon. C'est le but d'un module que vous avez créé. Avant d'en venir au pourquoi de ce module et de son contenu, quelle est selon vous la définition de l'effondrement ? Pour moi, l'effondrement correspond à une perte de nos capacités actuelles. L'ensemble de nos capacités à pouvoir se mouvoir et se mouvoir avec la même vélocité qu'actuellement. C'est marrant d'avoir mis le mot vélocité parce que je pense que le vélo a de l'avenir. La force du mollet donc. La problématique aussi de la capacité à se nourrir et à se nourrir de façon saine et de façon aussi abondante que maintenant. Pour moi, je vois l'effondrement comme un retour à ce qu'ont pu vivre nos grands-parents ou arrière-grands-parents, donc ce qui se passait il y a 80-90 ans. Voilà. D'accord. Et alors, d'où vous est venue l'idée de ce module et d'introduire ces notions dans l'enseignement supérieur ? C'est la rencontre avec un ancien étudiant, Stéphane Linou pour ne pas le noter, qui est venu nous voir avec un projet de livre sur cette problématique de l'alimentation et de la capacité de nos territoires à nous nourrir, et de l'État, ou en tous les cas de nos responsables de territoire, à nous fournir cette alimentation de qualité et en quantité. Et en discutant, il s'est dit votre master il m'intéresse, je vais le suivre et je ferai mon mémoire sur ce thème, si bien sûr cela vous va. J'ai vu un étudiant tout au long de l'année qui n'était pas là pour faire du prosélytisme. Il posait des questions bien ciblées aux intervenants dans l'esprit de rédiger son mémoire, de se rendre compte de la conscience des gens. Et il a bâti son mémoire, un livre enquête, comme il aime à le dire, et il nous a montré un travail sérieux, une motivation sans frein, puisque de ce travail est né un projet de rapport sénatorial. Donc il a réussi à impliquer des politiques donc, dans son projet, à faire vivre son projet vers une application qui pourrait être finalement mise en place sur nos territoires si nos décideurs le décident ou le décidaient. Vous pouvez être très fier de cet ancien élève de votre établissement que nous avons d'ailleurs reçu sur Plan B, qui a en quelque sorte lancé l'alerte sur les risques d'insécurité alimentaire dans notre pays qu'on peut penser invulnérable sur ce plan-là, qui est quelqu'un qui fait au quotidien depuis une bonne douzaine d'années, pionnier du locavorisme en France également, et illustration selon laquelle n'importe qui, Stéphane Linou étant loin d'être n'importe qui, mais n'importe qui, citoyen lambda, peut faire bouger les lignes en se bougeant, et il n'est pas nécessaire pour cela de faire partie forcément des élites. Très bien. Votre module est allé sur 4 jours et je voulais illustrer pour la dernière édition le type d'intervenant qui est venu. C'est très très riche, j'ai envie de dire, il y a tout le gratin. Nous avions la dernière fois donc Stéphane Linou que nous venons de citer, Vincent Mignereau, essayiste, écrivain et chercheur, plutôt sensible aux questions de sociologie.
Sébastien Boller, ingénieur polytechnicien et journaliste. Il y avait Jean-Yves Roux, sénateur des Alpes de Haute-Provence. Donc voilà pour une première journée assez diverse au niveau des intervenants, donc avec des questions de gestion des risques alimentaires, de plus de sociologie et de psychologie. Une deuxième journée axée sur la sécurité et la défense. Donc vous décloisonnez les mondes. Donc les questions de risque d'effondrement et d'adaptation nécessitent plus que jamais décloisonnement. Vous avez reçu les interventions de Gilbert Larguet, historien, l'intervention du général Pascal Pagès, voilà. L'intervention également du lieutenant-colonel Éric Dufesse du ministère de l'Intérieur. Voilà. Et puis l'intervention de Ripsmé Torossian, ex-responsable à la Croix-Rouge sur la préparation des populations au risque majeur. Vous aviez, lors de la troisième journée, Isabelle Delannoy, environnementaliste et co-scénariste du film Home, donc on retourne aux questions d'écologie. Arnaud Daguin, président de l'association et chroniqueur sur France Inter. Président de quelle association? Pardon, ce n'est pas précisé. Pour une agriculture du vivant, pardon, excusez-moi. Vous aviez Louis-Rémy Pénaud, expert en développement stratégique chez Generali, donc on rentre dans le monde des infrastructures. Christian Després, chef de la mission de protection contre les risques civils au ministère de la Transition écologique ou solidaire. Voilà. Lors de la quatrième journée, vous avez reçu Arthur Keller, qui est conférencier et spécialiste des vulnérabilités systémiques. Et enfin, Mathieu Ozano, qui est auteur et blogueur spécialiste de questions d'écologie, d'économie, et notamment de pics pétroliers, président du Shift Project également, ou directeur du Shift Project, enfin, ou du moins co-président avec Jean-Marc Jancovici, que nous saluons comme à chaque fois. Voilà une vaste série de thèmes. Vous cherchez à décloisonner les différents mondes. Parlez-nous peut-être justement de cette notion de décloisonner les mondes de l'écologie, de l'énergie et de la sécurité, de la défense. Je voulais aussi dire que nous avons terminé par un exercice, un atelier où on a fait phosphorer la trentaine d'étudiants présents pour justement non pas simplement recevoir mais aussi émettre quelque chose. On les a fait travailler sur des problématiques comme une rupture d'alimentation en médicaments. D'accord. Qui peut rappeler des souvenirs récents, des choses comme cela. Donc il est important aussi que le public ne soit pas uniquement là pour recevoir mais créer aussi. Voilà. Ouais. Donc la volonté de Stéphane de se faire rencontrer le monde des écologistes, les militaires, les historiens, les gens du milieu économique, a pour but en effet de décloisonner, de montrer que une population aussi hétéroclite que celle-ci est intéressée par cette problématique pour des raisons diverses variées. L'écologiste bien entendu et la personne qui tire le signal d'alarme en disant il se passe quelque chose, écoutez-nous, il va falloir que ça bouge, sinon ça va bouger naturellement. Et quid? C'est là où le militaire intervient, là où l'historien nous rappelle aussi ce que c'était avant. Donc nous rappelle que finalement nous sommes que sur un cycle et que celui-ci recommencera à un moment donné. Et comme pour beaucoup de civilisations, tout passe par un effondrement avant qu'une autre renaisse. Voilà. Donc tous ces gens sont venus apporter des éléments factuels sur notre monde, des éléments de réflexion pour nous montrer quelles sont les missions régaliennes de l'État. Je pense notamment aux gens de la Défense qui sont là aussi pour nous montrer que ils ne sont pas simplement en verre et à marcher dans la boue, ils sont là aussi pour réfléchir et à se projeter. En 2010, j'ai travaillé avec quelques autres personnes du milieu de l'écologie et de l'humanitaire sur cette problématique de le risque à 15 ans pour le ministère de la Défense. Et c'était... on ne parlait pas d'effondrement, mais on parlait de mouvement de population. Mouvement population, c'est pas 15 ou 20 000 personnes, c'est des millions de personnes. Et comment est-ce qu'un État, comment est-ce qu'une armée peut se préparer à tout cela? Voilà. D'accord. Moi, en tant que modeste community manager sur LinkedIn, je fais aussi rencontrer un petit peu différents mondes et de manière assez accidentelle, j'ai vu que certains professionnels assez expérimentés du monde de la sécurité et de la défense, donc des gendarmes, des militaires, s'intéressaient au sujet écologique que je pouvais soulever. Quelque part, ah bah tiens, voilà des interlocuteurs auxquels je ne m'attendais pas. Et j'ai constaté qu'en fait, depuis des décennies, ils se préoccupent des questions, alors beaucoup d'eau, on parle beaucoup des questions d'eau, l'eau, les déplacements de population que peuvent provoquer des pénuries ou des pollutions de l'eau, et le dérèglement climatique, à leurs yeux, vient en plus de problématiques dont ils étaient soucieux depuis les années 70, avec effectivement une croissance démographique qui à un moment pouvait atteindre des limites en termes de disponibilité de l'eau et le dérèglement climatique qui rapproche l'échéance.
Voilà pour cela. Donc, effectivement, il y a tout ce monde, on va dire, à relier. Le rôle des ingénieurs, parce que nous sommes aussi dans une école d'ingénieurs, dans les sujets dont nous parlons, enfin, ils ont une belle carte à jouer, donc créer des infrastructures plus résilientes, moins consommatrices d'énergie. Vous parliez tout à l'heure de ce fameux ingénieur pris dans un dogme de 2% de croissance ad vitam avec un monde aux quantités de matière et d'énergie infinies. C'était peut-être le cas il y a 25 ans, maintenant c'est fini. Il y a des éléments essentiels à rajouter dans les programmes qui sont liés au développement durable de notre société. La prise en compte de la problématique de la qualité de l'eau, de l'alimentation, de l'énergie. Et dans une école d'ingénieurs en informatique, l'énergie, c'est quand même le nerf de la guerre. Sans électricité, les ordinateurs fonctionnent beaucoup moins bien. Donc, d'où le lien avec le low-tech. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une vraie solution? Je pense qu'il faut réapprendre à vivre de façon beaucoup plus sobre. Et la low-tech permet de revenir à cela. Il y a 100 ans, on arrivait à faucher des champs entiers avec des machines qui fonctionnaient sans pétrole, avec la traction animale et des jeux de poulies, des choses comme cela. C'était astucieux, c'était du bon sens, c'était un monde d'ingénieurs, au sens, je dirais, noble du terme. Maintenant, on se retrouve avec des gens très intelligents depuis tout petit, ils manipulent les ordinateurs, etc. C'est très bien. Mais ils ne font aussi plus que des calculs que par ordinateur. Est-ce qu'ils sont encore capables de prendre le papier et de faire une division? Là, j'exagère sans doute un petit peu, mais une équation complexe, sans ordinateur, ça devient difficile. Et ça, c'est mon propre... c'est vrai qu'on a envoyé des fusées dans l'espace avec du papier et du crayon. Oui, et avec la puissance d'une montre connectée maintenant, et encore, je ne suis même pas sûr que la montre connectée soit pas plus puissante en termes de mémoire que l'ordinateur de la NASA du moment. Oui, je ne sais pas si on serait capable de le faire. Enfin, en tous les cas, les événements nous montrent que c'est pas gagné. Je pense notamment à l'EPR, où on a perdu ce savoir-faire et les ingénieurs, tout aussi brillants qu'ils soient, montrent là leurs limites. Oui, donc le low-tech, oui. Revenir à des choses certainement plus simples, ce sera essentiel. Et qui sait si d'ici quelques années, des options d'école d'ingénieurs ne seront pas axées vraiment en low-tech. Ouais. Non, effectivement, tous ces ingénieurs seront, je pense, les piliers de la résilience du monde qui vient. Alors que ce soit dans le monde, on va dire, complexe qui doit bien fonctionner, donc les EDF, les Alstom, etc. ont besoin d'ingénieurs, mais aussi on voit cette tendance d'ingénieurs low-tech qui trouvent beaucoup de sens à pouvoir maîtriser aussi de bout en bout l'appareil qu'ils ont conçu, qui ne nécessite pas l'intervention de milliers d'entreprises ou que sais-je, et personne ne sait comment le truc fonctionne au final, et qui trouvent du sens à cela, et aussi jusqu'à aller à la campagne et se créer eux-mêmes des circuits courts, on va dire à petite échelle, que sais-je, pour l'eau, pour l'énergie, etc., qui me disent, j'ai l'impression ici de vraiment faire de l'ingénierie. Donc je pense qu'il y a aussi cette opportunité-là pour les ingénieurs de migrer vers les territoires dits périphériques et de créer ces nouveaux systèmes, effectivement, plutôt low-tech. L'habitat léger, autonome étant un autre exemple et qui nécessite aussi beaucoup d'ingénierie. On avait reçu un gilet jaune, alias Akina, dans cette émission, qui est ancien ingénieur et qui, dans un éco-village aujourd'hui, innove par l'habitat autonome en se disant à chaque fois que j'en construis un nouveau, j'ai l'impression d'innover, de faire plus efficace, etc. Et ça le porte énormément. Revenons-en à vos élèves. Donc, ils sortent de ce module de 4 jours. Dans quel état en sortent-ils? La première année où on a fait ce module, ils étaient ressortis dans un état de nerfs assez intéressant. Plein de révoltes, à la fois comme sortis aussi d'un ring où ils auraient pris un uppercut. La prise de conscience que notre monde ne va pas si bien que cela, que faire le deuil de la société qu'on connaît. Ils n'en avaient jamais entendu parler du risque d'effondrement? Ça s'est très démocratisé depuis 2 ans.
Mais il y a 2 ans et demi, lorsqu'on a fait la toute première conférence un soir dans Paris avec Pablo Servigne, j'ai un de mes anciens étudiants, il a 30 ans maintenant, et il est ressorti blême, et il a dit je sors choqué parce que je ne pensais pas qu'on en était rendu là. Et je suis jeune, et j'ai des enfants en bas âge. Ce soir, je me demande ce que je vais pouvoir leur dire. Voilà. Et c'était vraiment poignant. Oui, Emmanuel Hubert, c'est une réaction, je pense, qui est loin d'être limitée au monde étudiant. Elle est également de plus en plus répandue dans le monde économique et dans le monde des collectivités, des décideurs de ces différents secteurs, où je vois que le sujet est loin d'être tabou maintenant. Il y a effectivement eu un avant 2018 ou 2019 et un après 2018 ou 2019. C'est quand même des sujets qui sont dans la presse depuis très très longtemps. Les rapports du GIEC, ça date pas d'hier. Pour ma part, ça fait 15 ans que j'ai vraiment le nez dedans. Et même pour ma part, alors il y a effectivement lire des articles, des rapports et faire tous ces constats, et il y a commencé à le scénariser à son échelle. C'est très différent. Et je pense que c'est ça qui se produit depuis 2018-2019, c'est tous ces gens qui, alors pour certains qui pour le coup, découvrent les rapports du GIEC. Alors il y en a, ça fait 2 ans qu'ils prennent tout d'un coup en pleine figure. Bon. Mais pour la plupart qui en avaient déjà entendu parler et qui commencent à scénariser les choses et à en parler les uns avec les autres, je pense que c'est ça aussi qui provoque la sidération croissante. Donc je le ressens également dans les diverses communautés que je fréquente. Une fois qu'on a dit ça, comment vos élèves rebondissent pour aller se battre pacifiquement pour préparer le monde de demain? Jusqu'à présent, je suis un peu surpris. Je pensais qu'après ces 2 années de modules sur l'effondrement et l'adaptation, en tous les cas le risque systémique, j'aurais plus de mémoire sur le thème. Pour l'instant, j'en ai pas eu un. J'en ai quelques-uns qui, dans leurs conclusions, abordent cette problématique de l'effondrement ou mettent en perspective. Mais pour l'instant, je n'ai pas de sujet de réflexion qui ressortent sur le sujet. Peut-être que ça vient du fait que c'est tellement énorme que comment est-ce qu'on peut étreindre la chose sans s'y perdre, sans rester dans des généralités. Mais en tous les cas, ils l'ont tous après en tête pour qu'au quotidien, ce soit un élément qui fasse partie de leur réflexion au moment où ils proposent des solutions à leurs décideurs, à leurs responsables. D'accord. Et les choses bougent. Ce matin, j'étais à l'université sur une réunion. Il va y avoir un chargé, non pas de développement durable, mais de transition sociétale et écologique, qui va être là au niveau de la direction, enfin de la présidence de l'université, pour animer une réflexion globale sur ces problématiques. Donc les choses bougent aussi, dans le sens positif. Les choses bougent très vite dans le sens négatif et ce que les gens ressentent. Tous les gens qui ont un certain âge ont bien remarqué qu'ils n'ont plus besoin de frotter leur pare-brise après avoir fait un parcours de plusieurs dizaines de kilomètres. Il n'y a plus d'insectes. Voilà. Il y a 25 ans, ce n'était pas le cas. Donc c'est quand même quelque chose qui est très palpable pour toute une génération. Et notamment une génération qui arrive ou qui est en responsabilité maintenant. Donc il y a ce monde qu'on nous a vendu quand on était petit, de tout est infini et on peut y aller, il est remis en cause clairement. On le sent, on le voit. Les étudiants maintenant commencent même à le revendiquer. C'était une des remarques que j'avais vues sur le module. C'est quelque part l'agressivité des plus jeunes vis-à-vis de cette génération qui quitte les responsabilités, qui vient leur parler. Ces gens qui, on ne peut pas être général à 30 ans, mais voilà, on l'est un peu plus tard, enfin si à une époque, mais c'était autre chose. Mais ce sont des gens qui ont plutôt 60 ans, donc ces gens qui ont contribué à notre société actuelle, je pense que ceux qui, la génération avant encore, a aussi une lourde responsabilité. Nous, je pense qu'on est à cheval entre les deux, parce qu'on a quelque part brûlé pas mal d'énergie fossile, malgré nous, certaines fois, mais qu'on commence à prendre conscience de cette problématique. Et les jeunes, c'est tout un paradoxe, parce qu'ils sont tout le temps sur leur smartphone, donc ils consomment de l'énergie à tout va, mais d'un autre côté, il y a cette prise de conscience environnementale qui est là aussi, et c'est
C'est curieux, c'est tout un paradoxe dans notre société, qui fait partie de notre société, qui est notre société. Non, tout à fait. Des enquêtes de consommation indiquent que les jeunes ne sont pas particulièrement moins consuméristes que les générations qui les précèdent, donc pas du tout. Alors ils ont peut-être une conscience environnementale, écologique accrue, mais ça ne se traduit pas forcément dans les actes. D'ailleurs, un sondage qui indiquait, alors certes, on téléphone aux gens et leur demande est-ce que vous craignez l'effondrement dans un avenir proche, et les gens pour 65% répondent oui. Donc bon, il faut relativiser, mais on faisait des sondages semblables il y a une dizaine d'années, c'était 5-10% d'illuminés qui auraient répondu oui. Alors je me dis, ok, les gens pensent ça dans leur esprit, mais s'ils traduisaient vraiment ça en actes, on ne verrait pas du tout les mêmes comportements de consommation et les mêmes modes de vie autour de nous. Donc on est effectivement peut-être un peu à cette croisée des chemins, et bon, les choses lentement peuvent changer. Depuis 3 ans, on note une déconsommation. Donc la consommation stagne. Voilà, on note quand même que quelque chose se passe et se traduit en actes. On est quand même loin du compte. Mais en tout cas, la sensibilisation, clairement, semble là. Ça m'amène au dernier thème que je voulais évoquer, qui sont justement les chantiers d'adaptation à ce monde qui nous attend. On a parlé beaucoup de sensibilisation, etc. C'est la base. Après, il y a des chantiers d'ordre matériel, d'autres d'ordre socioculturel. Enfin, qu'est-ce que vous voyez comme priorité à engager au niveau des territoires ? Qui dit effondrement dit revenir à un monde plus simple. Donc le monde plus simple va tourner sur les grands besoins de l'homme. Donc se nourrir, trouver de quoi boire, quelque chose de qualitatif. Et puis, donc ça mène à penser que tout le monde lié à l'agriculture, à l'agronomie, a de l'avenir devant lui. Parce qu'il va falloir réapprendre à faire pousser son bout de jardin, peut-être. Il va y avoir aussi peut-être des éléments de simplicité ou d'autonomie qu'auront besoin les habitants. Peut-être que les grandes stations d'épuration, très consommatrices en produits chimiques, etc., peut-être qu'on reviendra à des unités plus petites, individuelles, qui permettent de conserver cette matière organique dont on a besoin pour enrichir le sol. Puisque les intrants chimiques, peut-être qu'on aura des difficultés à les produire pour cause de raréfaction de la source ou pour cause d'énergie. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Il va y avoir à réapprendre, et ça va être, si on veut éviter un bain de sang, quelque chose de très important et d'urgent, ça va être réapprendre à vivre ensemble et en communauté pour éviter de trouver ce qu'on trouve dans toutes les générations, c'est-à-dire des boucs émissaires, des gens à qui on fait porter la misère du monde et sur qui on va se pencher pour aller taper. Donc créer de nouvelles guerres, créer des guerres civiles. Je pense qu'on n'y coupera pas malheureusement, et rapidement on va s'en apercevoir. Il suffit de regarder l'actualité, on a déjà des éléments. Il va falloir réapprendre la solidarité, je pense, voilà, et le respect de l'homme. En tous les cas, si on se réapproprie pas ces éléments de solidarité, de respect de l'homme, on court à la catastrophe. Bon, soit guerre civile, soit basculement dans des régimes autoritaires, dont on voit Exactement. également les prémices, Oui. la montée de régimes populistes dans les puissances majeures du monde, moins en France qu'ailleurs, mais bon. Ça peut venir. C'est dire, c'est moins en France qu'ailleurs. Oui. Que dire d'autre ? Oui, sur les questions d'eau, on a reçu il y a quelques semaines Jean-Claude Oliva, spécialiste des questions de l'eau, qui fait écho à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de course-poursuite où il faut des stations d'épuration avec des technologies de plus en plus complexes pour faire face à une pollution croissante agricole, industrielle, de l'eau. Voilà. Alors que revenir à des systèmes effectivement plus axés sur l'autonomie, avec des stations d'épuration, on va dire à plus petite échelle, serait potentiellement plus pertinent pour notre avenir. Tout à fait. Sur les questions de société, effectivement, pour fréquenter un peu le monde des écolieux, des écovillages, voir un petit peu des retours d'expérience, ça plante les germes du vivre ensemble autrement, créer de la valeur hors PIB.
Et alors effectivement, le premier chantier est social avant d'être matériel, agricole ou que sais-je. Il n'y a aucun écolieu ou expérience de ce type qui est implosé parce qu'on n'a pas produit après un an le nombre de tonnes de pommes de terre qu'on imaginait, ou parce qu'on n'a pas encore aménagé la mare qui nous rende autosuffisants en eau au bout d'un an et qu'il faut encore attendre quelques années. Bon, c'est pas forcément les priorités. La priorité, c'est effectivement d'abord souder un collectif et construire la confiance. Et je pense pour ma part que les municipalités ont un rôle clé à jouer dans bâtir cette confiance pour que, voilà, à mesure que les choses se tentent, les gens aient bâti la confiance, qu'on n'aille pas agresser le voisin. Tout à fait. Très bien. Sur le côté plus technologique, est-ce que vous croyez en la géo-ingénierie, une énergie miracle qui nous sortirait de là? Si on regarde les livres d'histoire, oui. Mais étant donné notre niveau actuel de technologie, on peut en douter. Mais après, il y a 110 ans, on aurait dit à quelqu'un qu'il allait voler à 900 km/h pour traverser l'Atlantique en 8 heures, puisqu'il faut oublier les 3h30. Il l'aurait pris pour un fou, donc pourquoi pas. Il y a cette ruée vers les planètes extérieures ou les satellites pour y trouver peut-être pas des nouveaux métaux, mais des métaux qui sont très rares sur Terre en plus grande quantité. Qu'est-ce que j'ai entendu? Récupérer des astéroïdes aussi chargés d'or. Je vois pas tout à fait l'intérêt. Quoique si, l'or, il y en a dans nos téléphones, donc ça peut être intéressant. Pourquoi pas recycler ce qu'on a déjà aussi recycler, oui, c'est quelque chose d'important. Mais vu comme ça, le saut technologique peut tout à fait arriver. Mais on a tellement déjà de choses. Après, le timing est un peu serré. Et pour trouver des choses, il faut aussi investir. Je ne sais pas si on est encore sur des moments ambitieux comme dans les années 60, où développer, on va aller sur la Lune. Ok, c'est une belle histoire de Tintin, mais c'était aussi une réalité. Et cette réalité a permis de faire un saut technologique sur les ordinateurs, sur des composants numériques, sur des nouveaux carburants, des choses comme ça. Peut-être que des projets ambitieux de recherche ou de recherche-application, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est la recherche-application, ce qui peut donner une idée et avoir quelque chose de pragmatique au quotidien. On peut revenir sur des choses plus simples, mais sur un saut technologique, il faudra passer sur des choses peut-être compliquées et peut-être voir notre recherche. Peut-être. D'accord. Hein, il y a 20 ans, on parlait de batterie, on voyait une batterie au plomb d'une voiture ou une pile électrique. Maintenant, on voit des batteries qui permettent de rouler 600 km. Bon, il y a quand même quelque chose entre les deux. Un grand saut. Ça s'appelle un saut technologique, qu'on le veuille ou non. Après, la solution miracle qui ferait passer à une énergie telle qu'on la connaît actuellement, avec une consommation telle qu'on la connaît actuellement, en un claquement de doigts, ça me paraît bizarre pour l'instant. Voilà. Mais pourquoi pas? Des fois, je m'en remets dans cette affaire. Je vois un petit peu à la Providence aussi. J'ai lu récemment que le pire des scénarios imaginables du GIEC, donc le fameux RCP 8,5, une sorte de business as usual, donc on fait comme d'habitude, qui suppose du coup que les énergies fossiles, y compris le charbon, continueraient de croître au rythme actuel. Donc on consommerait en 2100 6,5 fois plus de charbon qu'aujourd'hui. Eh bien ça ne modélise pas. Est-ce que tout simplement il y a assez de pétrole et de charbon pour que ce scénario se réalise, et que des scénarios un peu plus médians, alors certes qui sont loin d'être joyeux, donc pour limiter le réchauffement à plus de degrés, on va dire c'est mort, mais voilà, ni les pires scénarios imaginables ni les plus joyeux ne semblent possibles, donc le champ des possibles semble se resserrer en quelque sorte. Est-ce que la pénurie énergétique aussi ne nous forcerait pas à évoluer et réduire nos niveaux de consommation? On parle beaucoup de pics pétroliers, enfin, il n'y a pas de personnes qui sont d'accord sur le sujet. Voilà. Très bien, Emmanuel Hubert. Je vous félicite vraiment pour avoir créé ce module et plus généralement pour animer votre master qui donne effectivement sa chance à des élèves de tous bords, y compris des gens très expérimentés, de venir se former et entrer par la suite dans les débouchés des mondes des collectivités et la préparation aux risques actuels et à venir.
Est-ce que vous auriez des mots de conclusion à destination d'autres étudiants éventuellement ailleurs en France, sachant que, à ma connaissance, vous êtes le seul établissement qui touche à ces sujets-là. Mais voilà, pour tous ceux qui ne bénéficient pas de votre module, auriez-vous des mots de conclusion? Ce module est ouvert aux gens extérieurs. Il n'y a pas que les gens qui suivent l'intégralité de la formation qui peuvent venir le suivre. Donc on l'a ouvert l'an dernier, il y a une vingtaine de personnes extérieures. Si les gens sont intéressés par ces thématiques et qui seront disponibles lorsqu'on fera la prochaine édition, ils seront les bienvenus. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Emmanuel Hubert et je vous souhaite bonne chance pour la suite et vous revenez dans l'émission quand vous voulez. Merci, monsieur.